Pour sa 6e édition, qui s'est tenue du 24 au 28 mai 2023, le Festival de sciences sociales et d'histoire, l'histoire à venir, avait choisi comme thématique principale « Il était une fois le progrès ». Ainsi, à la librairie Ombre Blanche, le samedi 27 mai 2023, se tenait un labo d'histoire animé par Olivier Loub autour de la question « L'histoire de la consommation est-elle une histoire du progrès ?» Ce labo d'histoire réunissait 2 spécialistes de la consommation. D'une part, Anthony Galuzzo, chercheur en sciences de gestion à l'université de Saint-Étienne et spécialiste des cultures matérielles contemporaines et des imaginaires marchands. Et d'autre part, Anaïs Albert, historienne contemporanéiste à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'histoire économique et sociale de la France au XIXe siècle. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle session de notre formidable festival Histoire à venir. Et d'abord se dire combien on est heureux de se retrouver, vous dire aussi, parce que ça fait partie de ce cahier des charges introductif, que je suis Olivier Loub, que je suis je fais partie du comité éditorial de ce festival, et que c'est à ce titre que j'accueille nos 2 invités pour parler de ce rapport entre la consommation et le progrès, qui est un rapport qui paraît tellement évident de nos jours, puisque il semblerait qu'on mesure, ou qu'en tout cas on s'interroge sur le progrès social en parlant des capacités de consommer des uns et des autres, et en signalant que ça puisse aller comme critère, cette capacité de consommer, être mesurable par ce qu'on appellerait un pouvoir d'achat, plutôt au fond, des conditions de vie. On est dans ce temps-là, où le pouvoir d'achat a pris le devant dans le vocabulaire commun. Mais aussi, on est dans un temps avec une respiration qui semble à contre-courant et parfois être dominante, et certainement dans ce public et dans les gens qui suivent ce festival, qui au fond de dire que le progrès, ça pourrait être de consommer moins. Et cette fois-ci, c'est ce contre-courant et cette idée, au fond, que l'histoire du progrès, ce serait une histoire de la consommation moindre. Ah, on va en reparler. Et pour en reparler, on a la chance de pouvoir dialoguer avec 2 collègues qui sont à ma droite. Anthony Galuzzo, vous êtes donc maître de conférence à Saint-Étienne, venu d'un pôle qui est celui de la gestion, pour ce qui est des études, et venu aussi de Toulouse, parce que vous avez été 6 ans ici pour votre thèse, effectivement, du côté des études de gestion. À vos côtés, à gauche, Anaïs Albert, qui elle aussi vient de Toulouse, dans des études qui étaient celles juste après le bac, et qui est maîtresse de conférence à l'université Paris-Cité. L'un et l'autre vont nous dire, parce que c'est le début de la rencontre, ce sur quoi elle travaille plus exactement. Et je commence par poser la question à Anaïs Albert. Plus exactement, comment est-ce qu'on en arrive à travailler sur la consommation lorsqu'on est une historienne qui s'est engagée à partir des années 2010 dans cette réflexion? Qu'est-ce qu'on fait de la consommation avec votre parcours, Anaïs Albert? Alors oui, merci beaucoup. En fait, moi, je suis arrivée à l'histoire de la consommation par un détour, on pourrait dire. Au départ, j'ai fait une thèse d'histoire sur cette question-là, sur la consommation des classes populaires à Paris à la Belle Époque. Mais en fait, au départ, ce qui m'intéressait, moi, c'était de travailler sur les classes populaires. Mon sujet, mon objet, ma question, on pourrait dire, c'était les classes populaires. Les classes populaires, l'historiographie que je connaissais le mieux, c'était une historiographie du travail, du mouvement ouvrier, du syndicalisme, du militantisme. Et c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas l'histoire qui m'intéressait, c'est une histoire plus politique, etc. Et donc, moi, j'avais envie de faire une histoire sociale, et je suis arrivée un peu à la consommation par défaut en me disant, qu'est-ce qui n'est pas le travail, finalement, dans l'identité, si on essaye de définir l'identité de ce groupe social, si on passe pas par le travail, qui était l'entrée classique, comment on pourrait saisir l'histoire de l'identité de ce groupe social. Et je suis donc rentrée par la consommation avec, en fait, assez peu d'intérêt pour ce sujet, pour tout dire au départ. C'est-à-dire que je ne suis pas une grande consommatrice, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Et j'ai trouvé ce sujet
une fois que j'ai trouvé l'entrée par les objets, la culture matérielle et par la vie quotidienne. Là, je me suis dit, là, j'ai trouvé, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler sur les objets, sur ce qu'ont les gens, sur ce qu'ils possèdent et sur toutes les transactions économiques autour des objets au quotidien. Alors, ça m'a amené à redéfinir un peu, à mon échelle, l'histoire de la consommation, puisque quand j'ai commencé à lire sur l'histoire de la consommation, en fait, j'ai vu que se dessinaient deux grandes tendances dans l'histoire française, on va dire, et américaine, parce que c'est un sujet anglo-saxon, travaillé beaucoup en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il y avait deux manières d'aborder l'histoire de la consommation. La première, c'était une histoire très culturelle de la consommation, qui se basait beaucoup sur la publicité, sur les grands magasins. Il y avait beaucoup d'études, par exemple, sur les femmes de la bourgeoisie dans les grands magasins au XIXe siècle, comment ça les faisait sortir de la sphère privée, donc avec un discours d'émancipation, un discours de progrès aussi, là. Et aussi, dans la version américaine, beaucoup de réflexions sur le lien entre marché et citoyenneté. C'est une approche très différente, l'approche américaine, où on essaye de voir comment les citoyens peuvent être comment les consommateurs peuvent être citoyens, notion de consommateur, etc. Donc il y avait ce volant d'histoire très culturelle, et puis il y avait une histoire beaucoup plus économique de la consommation, qui était en fait une histoire du commerce, de la distribution, des hypermarchés, du crédit, voilà, ce type d'histoire. Et il m'a semblé qu'il y avait une place pour faire, sur ma période et sur ce que j'étudiais, pour faire une histoire plus sociale de la consommation, c'est-à-dire en gros comment la consommation, elle contribue à la formation ou à la division d'un groupe social. Ça a été ma grande question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est appartenir aux classes populaires à Paris à la fin du XIXe siècle ? Et si on regarde la consommation, est-ce que ça nous donne des clés pour comprendre cette identité ? Bon, la réponse, je vous la fais très courte, ça m'a pris 7 ans, c'est oui. Parce que, voilà. En fait, je discutais aussi avec cette question sur des thèses de sociologie des années 80, Henri Mandras par exemple, qui parlait de la moyennisation de la société. Avec la consommation de masse, finalement, tout le monde la classe moyenne aurait absorbé les différences sociales. Et la consommation, ça aurait résorbé les différences sociales. Tout le monde serait rentré dans les classes moyennes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que, en fait, bien sûr, les gens consomment les mêmes objets. C'est la logique de Pierre Bourdieu. On imite les classes supérieures. Donc, on va revoir l'arrivée de fauteuils, d'armoires à glace, de bicyclettes, bref, de plein d'objets qui viennent des classes supérieures et qui descendent vers les classes populaires. Mais en fait, on les achète pas de la même manière, on les achète pas au même endroit. On va dans les grands magasins populaires et pas au Bon Marché et aux Galeries Lafayette à Paris, mais on va chez Georges Dufayel, qui est un grand magasin qui a disparu, qui est beaucoup moins connu, mais qui était spécifique aux classes populaires. Ça n'a pas le même sens, c'est-à-dire ces objets, on les achète et on veut les utiliser. Mais par contre, on perd jamais de vue leur valeur, parce qu'on sait très bien qu'on va pouvoir avoir des périodes de précarité économique et on pourra les revendre, les gager au mont-de-piété, les revendre, etc. On peut les acheter d'occasion. Et puis, c'est pas les mêmes lieux dans Paris. Les classes populaires, elles vont donc dans ces grands magasins populaires, elles vont aux Puces, de Saint-Ouen, d'Ivry. C'est pas les mêmes types de transactions autour des objets. On les achète à crédit. Dans la bourgeoisie, on fait honneur à ses affaires. On n'achète pas à crédit. C'est déchoir d'acheter à crédit. Dans les classes populaires, on achète tout à crédit. De toute façon, toute la vie se fait à crédit, d'où le titre de mon livre. Mais le crédit est partout, en fait, et pas seulement sur les objets. On paye le dentiste à crédit, on a un crédit auprès de son médecin. Bref, on a du crédit partout. Et donc, voilà, je me suis dit, oui, c'est les mêmes objets. Si on rentre par les objets, bien sûr, c'est les mêmes. Et on pourrait avoir l'impression que finalement, tout le monde rentre dans le même moule. Mais en fait, la manière dont on conçoit ces objets, la manière dont on les achète, dont on les vend, dont on les use jusqu'à la corde, jusqu'à les donner aux chiffonniers, ça dessine une identité populaire autour de la consommation. Donc la consommation, effectivement, c'est à la fois une dynamique d'inclusion et puis une dynamique qui renforce la classe sociale. Voilà. Donc c'était une entrée dans une société de consommation. Et par ailleurs, pour vous, Anthony Galuzzo, il s'agit d'étudier ce qu'était la fabrique du consommateur, avec à la fois, évidemment, placé au cœur de l'histoire de la société marchande, cette question de la consommation. Oui, mais comment avez-vous procédé et pourquoi en êtes-vous venu à cette histoire de la consommation ? Alors, je vais expliquer un peu mon parcours. De fait, je fais une thèse en sciences de gestion entre 2010 et 2013 ici à UT1 Capitole. Et je suis tombé sur le sujet de la consommation de manière assez fortuite. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'inscrire en thèse. Les capacités d'encadrement, c'était soit finance, soit marketing. Moi, ce qui m'intéressait, c'était davantage le management, la stratégie. Et je voulais surtout pas aller en finance, donc je suis allé en marketing.
en marketing, en fait, il y a des sous-disciplines. Il y a une sous-discipline dans laquelle j'allais m'inscrire fatalement, qui était le comportement du consommateur. Comme son nom l'indique, en fait, comportement du consommateur, c'est une approche très, homo economicus. On est tous des agents rationnels sur un marché, on produit des décisions, on formule on a des attitudes, on produit des décisions, on a des préférences, et tout ça est mesurable de manière psychométrique avec des échelles de Likert, etc. Et ça, c'était 95% de ce qui se faisait dans le champ, des recherches psychométriques statistiques qui vont réifier comme ça le consommateur dans une espèce de présent, et comme un être comme ça ahistorique et asocial. Et il y a eu une hétérodoxie dans mon champ qui s'appelle toujours la Consumer Culture Theory, où en fait, parce qu'en fait les sciences de gestion, c'est pas une discipline, c'est un champ de recherche qui va piller les disciplines annexes en sciences sociales pour faire son beurre en fait. La Consumer Culture Theory, elle prenait le contre-pied de ça et elle expliquait voilà, le consommateur c'est un être social situé. Et elle s'inspirait de la sociologie, de l'anthropologie et beaucoup plus subsidiairement de l'histoire pour comprendre les cultures de consommation. Alors je me suis inscrit là-dedans et moi j'ai étudié plus précisément les communautés de fans de stars musicales. Comment on crée une culture à partir d'une star musicale qui va apparaître à un moment et qui va produire des objets commerciaux et comment on va les interpréter. On va faire communauté et culture autour de cette figure. Donc dans une perspective ethnographique, c'est-à-dire que je suivais les fans et souvent autour des salles de concert, etc. Et je campais avec eux, c'est-à-dire les fans hardcore, ils campent pendant 2 semaines avant. Et en fait, ça, c'est un terrain super intéressant pour recueillir de la donnée très facilement. Quelle star, par exemple? À l'époque, c'était Tokyo Hotel, Lady Gaga notamment, et ensuite Johnny Hallyday et Michael Jackson. C'est des démographies très différentes du côté de chacune des communautés, mais justement dans une perspective comparatiste pour comprendre les points communs, etc. Et en fait, du coup, je me formais, je m'apprêtais à devenir maître de conférence, enseignant-chercheur, parce qu'en général, c'est pour ça qu'on fait une thèse. C'est un permis de conduire pour devenir chercheur ensuite. En fait, je me rendais compte que quand même, comprendre les phénomènes de consommation sans jamais parler d'histoire, c'est particulier. Et donc, je me suis intéressé à un autre sous-champ dans l'hétérodoxie, qui est la business history, l'histoire des affaires, et l'histoire du marketing, de la publicité et de la consommation, qui est vraiment, c'est microscopique, tout ça en gestion. Et je me suis dit qu'après ma thèse, je m'intéresserais à ça. Et donc, entre 2013 et 2018, j'ai fait une grande revue de littérature dans le champ de la consumer research, donc dans le champ des perspectives historiques en consumer research, qui a débordé aussi sur les travaux des historiens de la consommation. C'est là où j'ai lu d'ailleurs la thèse d'Anaïs. Voilà. Et j'ai produit un livre, j'essaie d'écrire des livres que j'aimerais lire en tant que lecteur, mais qui n'existent pas. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un livre qui a une perspective macro, qui essaye de partir de ce qui est pour moi un des départs possibles dans une histoire globale de la consommation, milieu 19e siècle, le moment où émerge le marché avec un grand M, et essayer de reconstituer ce mouvement dans une perspective qui soit socio-historique, c'est-à-dire comprendre ce que la réorganisation du travail et l'émergence de la consommation de masse génèrent comme bouleversement dans nos représentations du monde et nos habitudes, en fait. Et voilà, essayer de créer une synthèse, et ça a donné ce bouquin. Ouais. Voilà, le bouquin qui est là, La fabrique du consommateur, publié aux éditions de la Découverte, une histoire de la société marchande. Et vous avez, en écoutant Anthony, bien compris que, au fond, à un moment, il faut faire de l'histoire. Mais ceci étant dit sous forme de plaisanterie, de la consommation, comment on en arrive quand même à pouvoir s'occuper du progrès? Parce que là, pour le coup, la mise en perspective à laquelle amène la thématique du progrès, c'est bien une mise en perspective historique. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un pendant, un après, et il y a une forme, linéaire ou pas, qui va d'un moins vers un plus. Et alors, vu du côté justement de toutes ces études qui sont celles de la consommation saisie à partir de la gestion et de toutes ces sous-branches, comment est-ce qu'il y a une approche du progrès? Comment est-ce que ce progrès est défini dans votre champ, Anthony? Dans mon champ, on caractérise, cette notion de progrès n'existe pas, elle n'est pas discutée du tout. Donc j'aurais du mal à vous répondre. Par contre, la consommation, pour rebondir sur la définition de la consommation, parce que c'est un terme polysémique, il y a un article de Graeber dans Current Anthropology, fin des années 2000, qui s'appelle Consumption, et où David Graeber, le célèbre anthropologue anarchiste qui est décédé récemment, expliquait qu'il fallait arrêter d'employer ce terme parce que ça voulait tout et rien dire. Très bon papier.
Alors du coup, effectivement, pour la consommation, qu'est-ce que ça veut dire ? En soi, ça veut rien dire. Ça se comprend comme souvent dans les travaux de recherche. Il faut comprendre le sens du terme à partir de son contexte, c'est-à-dire à partir de la constellation de concepts dans lequel on l'insère, avec lesquels on fait dialoguer. Et moi, pour ma part, je travaille plus sur la société de consommation au sens une société qui est organisée de telle sorte que on ne produit pas ce qu'on consomme. Et ça, c'est relativement récent, puisque jusque très récemment dans l'histoire, l'humanité était une immense paysannerie, et on avait une division du travail extrêmement frustre, extrêmement limitée. Et donc, on bâtissait sa maison, construisait l'essentiel des outils, des objets qu'on allait ensuite mobiliser dans le quotidien, ou quand on ne les construisait pas soi-même, on les fabriquait pas soi-même, on les voyait fabriquer aux alentours. Alors, bien évidemment, il y avait déjà la circulation de marchandises depuis très longtemps. Mais là, avec l'industrialisation, en fait, on a une telle sophistication de la division du travail et un tel éloignement dans l'espace et dans le temps des opérations de production et de consommation à l'échelle planétaire, la global supply chain, que là, ça pose des questions sur ce que ça implique, comme je le disais, en termes de représentation du monde, de construction de nouvelles habitudes, de fétichisation de la marchandise, voilà. Voilà. Et jamais étudié dans le sens de dire il s'agit d'un progrès pour la société dans votre champ. Il n'y a pas cette idée de se demander si ce qui était avant, c'est-à-dire division du travail faible, des gens qui sont capables de produire ou qui sont proches de ceux qui produisent ce qu'ils vont consommer, et le passage cet élément, il n'y a pas par exemple d'influence ou d'infiltration d'une idée libérale qui, après tout, il vaut mieux produire mieux là, parce que ça sera vendu moins cher. Quand même. Alors, l'orthodoxie s'intéresse pas du tout à ces considérations en fait. Donc non, ils font juste des échelles de mesure. L'hétérodoxie, le grand débat qui a parcouru l'hétérodoxie dans les fins des années 90 jusque dans les années 2000, elle rebondissait plus sur la critique de la consommation qui était très populaire dans les années 60-70, l'école de Francfort, Baudrillard, etc., sur cette espèce de mépris pour la figure du consommateur occidental. Et il prenait le contre-pied de ça dans une perspective finalement assez libérale, en expliquant au contraire, le consommateur, c'est ce bricoleur à la De Certeau qui se joue du marché, réinterprète. Et donc c'est pour ça qu'ils allaient beaucoup puiser dans la sociologie de la réception, pour revaloriser la figure du consommateur comme quelqu'un qui est capable de braconnage et donc créatif et libre sur le marché. Et on était typiquement dans les années du postmodernisme où voilà, on s'inspirait beaucoup d'essayistes en tout genre qui étaient dans la célébration de la modernité marchande. Et voilà, c'était pas, on l'a compris de la façon que j'ai résumé, c'était pas trop mon truc, parce que ça a vraiment ses limites. Parce que en fait, quand on parle du consommateur de manière isolée, on exclut le pendant, l'acteur qu'on doit retrouver systématiquement, dialectiquement, qui est le travailleur en fait. Donc parler de la liberté ou de l'aliénation du consommateur occidental sans en appeler symétriquement à la travailleuse du Bangladesh qui lui fournit ses écharpes à 2 €, ça n'a pas trop de sens en fait. Voilà. Alors ça, c'est vrai que du côté des historiennes et des historiens, pour le coup, cette question du travail, des travailleurs, de l'évolution dans le temps, et cette question du progrès, elle est posée à partir du moment même où, dans la grande ère progressiste, qu'on va dire positiviste, plutôt du côté de la fin du 19e siècle, il y a la réflexion sur ce qui va vers le mieux. Et justement, Anaïs Albert, votre sujet, la consommation, devait croiser le progrès. Oui, alors moi je l'ai croisé d'une manière, je l'ai croisé à la fois, on va dire, comme question de recherche et parmi les discours que j'étudiais, pour le dire clairement. Alors, en fait, moi, ma thèse avait un titre beaucoup moins joli que le livre, puisqu'elle s'appelait « Consommation de masse ou consommation de classe ». Une histoire du cycle de vie des objets dans la société parisienne. Bref, ça n'allait pas du tout, évidemment, comme titre de livre. C'est parlant, mais ce son nom. Voilà, ça avait le mérite de dire quelle était ma question, à savoir, qu'est-ce que je fais, moi, en tant qu'historienne, de cette notion de consommation de masse qui, en fait, rejoint quand même la question du progrès. C'est-à-dire, il y aurait une extension continue. Alors,
On ne sait pas ce que c'est la masse. Est-ce que c'est une masse d'objets? Est-ce que c'est une masse de gens qui les consomment? À quelle échelle on se situe? Est-ce qu'on se situe à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'un continent? Bon. Mais c'était ma question. Et donc, je me suis rendu compte que dans le discours historique, il y avait cette idée qu'il y aurait donc une consommation qui s'étend de plus en plus. Et alors moi, j'ai préféré parler d'extension de la sphère de la consommation, parce que consommation de masse, c'est pas très clair. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas une histoire tout à fait linéaire. C'est-à-dire, il y a des moments, depuis la fin du XVIIIe siècle, on va dire, où effectivement, de nouvelles catégories sociales accèdent à de nouveaux objets. Un premier moment, c'est la fin du XVIIIe siècle, ce qui a été étudié par Daniel Roche dans la culture des apparences, donc ces grands livres sur le Paris de la fin du XVIIIe siècle. Un autre moment, c'est le moment que j'ai étudié, qui est la Belle Époque, puisque en fait à Paris les salaires augmentent en fait, parce que c'est la deuxième révolution industrielle, donc les salaires augmentent, pas suffisamment quand même pour que les classes populaires consomment, mais justement comme les salaires augmentent, les gens ont un peu plus d'argent et se met en place un système de crédit à la consommation qui va permettre d'acheter des nouveaux objets. Ensuite, c'est la crise des années 20-30, la guerre, puis l'inflation des années 20, puis la crise économique des années 30, puis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a une forme de parenthèse, là. L'extension s'arrête un peu pour plein de raisons économiques et politiques, et ça reprendra après 45 avec les 30 Glorieuses. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde ces moments d'extension de la consommation, là, fin du XVIIIe siècle, Belle Époque, 30 Glorieuses, en fait, c'est des moments où, simultanément, apparaissent des discours sur la consommation. Et des discours notamment moraux sur est-ce que c'est bien ou mal, les contemporains perçoivent ce qui est en train de se passer. Et donc on a des moments de grand débat sur qu'est-ce que ça veut dire quand la consommation s'étend. À la fin du XVIIIe siècle, c'est ce qu'on a appelé la querelle du luxe. Donc, où les gens se mettent à parler, est-ce qu'il faut remettre des lois sur les consommations ostentatoires, est-ce qu'il faut qu'on limite certaines formes de consommation. Dans la période que moi j'ai étudiée à la fin du XIXe siècle, on a beaucoup de discours moraux, et je reviens à la question du progrès, parce que ces discours moraux, ils sont contradictoires. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont célébrer la sphère du marché, justement comme un progrès. À la fin du XIXe siècle, c'est tout le discours économique des commerçants, notamment de ceux qui ont inventé ces grands magasins populaires qui font du crédit à la consommation, qui expliquent en fait, c'est super si les classes populaires accèdent à la consommation, puisqu'en fait, Georges Dufayel, qui était tout à fait mégalomane et qui est un personnage que j'aime beaucoup, dit « j'ai résolu à moi seul la question sociale ». Voilà, donc, mais parce qu'il dit finalement, en donnant de l'aisance aux classes populaires, je leur ai donné du confort, sous-entendu, elles seront plus révolutionnaires. Puisque si elles ont un petit intérieur à elles, des meubles, on est quand même moins susceptible de tout brûler dans un moment où, évidemment, la question des révolutions, des révoltes est très prégnante au XIXe siècle. Face à ça, on a deux discours très anxieux. Le discours du mouvement ouvrier, particulièrement dans sa version libertaire, justement, qui dit, en fait, la consommation est un opium du peuple. Il dit la même chose, mais lui, il le dénonce en disant si tout le monde consomme, c'est l'embourgeoisement, il n'y aura plus de révolutionnaires. Donc ça ne va pas du tout. Avec par ailleurs un discours très politique, disons aussi, cette consommation, elle repose sur l'aliénation des travailleurs. Donc les ouvriers qui produisent les objets sont aliénés pour que d'autres puissent les consommer. Et puis un autre discours anxieux aussi, mais sur un autre plan, qui est le discours des réformateurs sociaux, on pourrait dire, beaucoup d'obédience catholique, autour notamment de l'école de Frédéric Leplay, qui, eux, célèbrent la pauvreté comme une pauvreté un peu christique, et donc qui dénoncent la consommation parce qu'elle entraînerait le goût du luxe et de la luxure, donc notamment avec un discours sur le genre très fort, toutes ces femmes qui désirent des colifichets, qui sont pauvres puisqu'elles sont ouvrières, etc., comment vont-elles les obtenir? Charles Benoît, un réformateur social, dit que du luxe à la luxure, il n'y a qu'un pas. Voilà, donc tout est dit, c'est-à-dire évidemment, elles l'obtiendront par la prostitution, en ayant un amant qui les entretient. Donc on voit bien que ce discours du progrès, il est plutôt porté par la sphère économique, et il y a des discours de dénonciation anxieux. Et en fait, finalement, Baudrillard, Georges Lefebvre, De Certeau, c'est-à-dire ce moment des années 60 où on va dénoncer la société de consommation, encore une fois, c'est un moment où la consommation s'étend. C'est-à-dire c'est ces 30 glorieuses où la consommation va toucher des nouvelles catégories sociales et où des penseurs vont se mettre à dénoncer, alors avec une autre forme de dénonciation, là, en disant c'est l'aliénation culturelle, les gens sont écervelés, ils regardent la télé, ils pensent plus par eux-mêmes, ils sont complètement aliénés à leurs objets, voilà, c'est la matière qui a pris le pas sur l'intellect. Bon, mais c'est aussi un discours en fait de dénonciation et un discours moral au fond. Donc on voit bien, c'est intéressant que quand on regarde l'histoire sociale, à chaque fois que la consommation s'élargit, et on pourrait dire la même chose aujourd'hui en réalité, puisqu'on est encore dans un autre moment d'extension de la consommation,
plutôt sur, on va dire, les objets numériques. Et on voit bien tout le discours très anxieux qui est en train de surgir en disant tous nos enfants sont, voilà, ils perdent des neurones, ils ont plus de cerveau, ils sont totalement aliénés. Enfin, c'est une catastrophe. Ils sont plus que sur des écrans, etc., etc. Il y aurait d'autres discours qui expliqueraient que ça développe d'autres compétences, que voilà, des enfants qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, ils sont capables, par exemple, de faire des fibros à l'hôpital, des fibroscopies, parce qu'en fait, ils ont acquis des compétences de se repérer dans l'espace de manière numérique. Enfin, donc, il y a plein d'autres manières de penser ces nouvelles consommations, mais encore une fois, on élargit. Et donc, il y a une forme d'anxiété et il y a des discours de dénonciation qui apparaissent. Donc voilà, c'est une manière un peu décalée de répondre à la question du progrès. Je voudrais finir sur une des choses que tu demandais, qui était la question du pouvoir d'achat, parce que ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que ce moment que j'étudie, la fin du 19e siècle, donc je vous dis, il y a ce discours du mouvement ouvrier qui dénonce la consommation populaire, en disant c'est une aliénation, ils vont plus être révolutionnaires. C'est aussi un moment où on pense le salaire comme en lien avec la sphère du travail. Avec le salaire, dans la vision marxiste, c'est le paiement de la force de travail. Donc, voilà. On mesure le salaire aux heures passées, à la pénibilité sur les corps, etc. Et donc, on dit il faut surtout protéger les ouvriers, parce que si la consommation se développe, on va baisser les prix, ils seront enfin, voilà. Donc ça va nuire à leur force de travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces années, à la fin du 19e siècle, et encore plus dans les années 20 et dans les années 30, il y a un basculement. C'est-à-dire le salaire commence à être mesuré à l'aune de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces classes populaires, elles consomment. Et malgré tout la pureté, le purisme du mouvement ouvrier, en fait, les gens, ils veulent consommer. Et il y a un moment, les partis politiques, s'ils ne prennent pas ça en compte, ils perdent leur base. Il faut quand même se poser la question de que veulent les gens. Et pour une partie de ce personnel politique, ils sont relativement en lien, en fait, avec leur électorat. Et notamment Jean Jaurès, par exemple, commence à dire il faut arrêter les lois qui limitent le crédit à la consommation, il ne faut pas priver le consommateur de sa liberté, il ne faut pas le protéger contre lui-même. En gros, il a une forme de liberté de choix. Et on voit apparaître dans le mouvement syndical socialiste, et notamment chez Hyacinthe Dubreuil, un socialiste de la CGT, il explique qu'il faut arrêter de lutter pour les ouvriers en les peignant, il dit, sous les couleurs d'une misère trompeuse, et qu'ils ont droit à une vie plus large et plus aisée, et que, après tout, aspirer au confort, ça peut aussi être une aspiration populaire et qu'elle n'est pas forcément négative. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le mot de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on commence à se dire, les ouvriers, ils ont aussi un pouvoir d'achat. Pourquoi ? Et ça va vous parler, parce que c'est un moment d'inflation massive. C'est pendant la Première Guerre mondiale et dans les années 20, on est à des taux d'inflation qui n'ont rien à voir avec les taux actuels, 120% en 1917. Donc, vous voyez, on est quand même... Voilà, c'est autre chose. Mais donc, on se rend bien compte que le salaire, c'est pas juste le paiement de la force de travail, c'est ce qui permet de consommer. Et que si on lutte pas pour ça, il y a un vrai mécontentement populaire. Et ça finira par être porté, c'est au programme du Front populaire dans les années 30. C'est là où le mot apparaît vraiment de manière politique. Et ça vient de toute cette réflexion de la Première Guerre mondiale des années 20, à la fois autour de l'inflation et autour de cette légitimation d'un désir de consommer des classes populaires, et qui est finalement prise en compte, après pas mal de temps, par le mouvement ouvrier. Oui, alors ça c'est passionnant, évidemment, parce qu'on voit surgir ce mot qui est resté le nôtre, pouvoir d'achat, autour de cette question de la consommation immédiatement corrélée dès le départ, dès la naissance de ce que nous appellerons une société de consommation, à la question et au discours sur la consommation comme étant aussi une aliénation possible, aliénation des vrais buts qui seraient politiques, qui seraient sociaux, mais certainement pas de la mesure. Sauf que ça signifie aussi immédiatement se dire, parce que ça on n'en a pas forcément encore parlé, sous le mot de consommation, on recouvre des types de consommation qui sont très différents. Lorsque Jean Jaurès parle de consommation, évidemment, il le corrèle au progrès social. C'est-à-dire que le fait de mieux se nourrir, de mieux s'habiller, de mieux se loger, ce qu'on retrouvera en 46 quand même parmi les droits sociaux qui seront fixés dans la Constitution française jusqu'à nos jours, là c'est un progrès social qui bien sûr passe par le fait d'acheter quelque chose, mais ce que l'on achète, c'est autrement dit, toutes les consommations ne se valent pas, y compris dans une lecture socialiste ou sociale. Et c'est cette corrélation avec le progrès social et la progression des achats. Vous voyez, je dis pas progrès des achats, que la consommation permet de voir. Je trouve, du coup, c'est un lieu magnifique pour voir ça. Et un lieu, justement. Ce lieu, il correspond à des espaces. J'ai commencé à brosser un petit peu le tableau. Ces espaces peuvent être sociaux,
La consommation ouvrière n'est pas forcément dans un autre type de consommation bourgeoise. Il y a des percolations, mais il y a aussi des seuils de différenciation qui font que tel ou tel objet consommé marque socialement l'appartenance et qu'on peut avoir envie, mais pas forcément les moyens. Mais il y a aussi des espaces géographiques. Alors, Anthony Galuzzo, vous avez comme particularité, et ça pour nous c'est remarquable, de pouvoir à la fois bien connaître le cas français de cette fabrique du consommateur, mais dans cette fabrique du consommateur, il n'y a pas que le cas français. Vous intéressez aussi aux États-Unis, et par ailleurs vous intéressez dans vos travaux plus récents à l'Asie. Est-ce qu'il y a une géographie de ce rapport à la consommation qui serait pertinente? Est-ce qu'il y a des espaces où la rencontre entre la consommation et le progrès est différente, ou bien est-ce qu'on peut retrouver des schémas communs? Alors, je saurais pas dire. Parce qu'en fait, j'embrasse pas des totalités comme ça, géographiques, etc. Si effectivement, d'après ce que j'ai compris, effectivement, de la culture disciplinaire historique, il y a un dialogue chez les historiens qui est quand même beaucoup plus franco-français, en tout cas en comparaison de ce qui se fait en gestion. Parce qu'il y a des traditions de publication différentes, les historiens s'expriment plus à travers des livres, les gestionnaires comme les économistes à travers des articles de recherche classés dans des revues internationales. Et donc il y a une forme d'impérialisme, voire de colonialisme américain sur la recherche en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi si je fais une recherche sur un terrain de consommation, ça m'est déjà arrivé, j'ai des collègues turcs par exemple qui ont travaillé sur les cafés dans l'Empire ottoman, ils le soumettent à la plus grande revue au monde qui, incidemment, a ses bureaux aux États-Unis. Et les reviewers américains répondent bon, ça ne nous intéresse pas ce qui se passe en Turquie. Et alors, quelle est cette revue, pardon, parce que alors là, moi, je ne vais pas dénoncer, ça serait inélégant. C'est une des plus grandes revues en consumer research. Et bref, ben alors ça bouge avec justement la mondialisation de la recherche, la montée en puissance de chercheurs devenus de quatre coins du monde, etc., notamment des chercheurs hongkongais, voilà. Mais de fait, cette géopolitique de la recherche, cette économie de la recherche crée des biais très forts. Et de fait, nous, chercheurs européens, on va beaucoup aller sur le terrain des Américains pour publier dans les meilleures revues qui sont considérées comme telles dans nos propres institutions. Il faut qu'on fasse la tournée des conférences aux États-Unis, etc. Donc ça génère des biais gigantesques. Donc c'est pas le fait qu'on est sur des terrains qui sont, qui sont parfois beaucoup plus comparatistes au niveau géographique, c'est beaucoup plus lié à des contingences politiques et stratégiques que véritablement à des partis pris épistémologiques, etc. Voilà, désolé pour cette longue parenthèse et ce non, c'est hors-sujet. passionnant, moi, je trouve, parce que la condition de production de la recherche, évidemment, dit beaucoup de la façon dont on écrit la recherche. Mais est-ce qu'on quand même on peut voir un nuancier, c'est-à-dire ce qui intéresse les Américains, que vous êtes qui est d'autant plus important, parce que ça permet d'être publié. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est différent dans l'approche, justement En fait, c'est difficile de répondre. On est en fait sur comment dire. En fait, moi, je pourrais pas vraiment répondre. C'est trop global. Je peux pas répondre pour l'école, etc. Pour moi, en tout cas, si moi j'ai choisi ce cadre, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait un truc qui peut être une hérésie pour les historiens old school, c'est-à-dire que j'ai pris un cadre temporel et géographique démesurément large, encore une fois pour la tradition historique, pour moi les historiens que j'ai connus en tout cas quand j'ai fait un diplôme d'histoire dans ma jeunesse, un doc d'histoire, c'est parce que voilà c'est une échelle qui est beaucoup trop vaste, c'est-à-dire en gros l'Occident, le Grand Nord, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et milieu 19e, fin 20e siècle. Voilà, donc c'est un parti pris et ça nécessite, voilà, ça suppose un regard qui est beaucoup plus macroscopique et qui donc parfois qui peut parfois s'émanciper un peu trop de certains effets de contexte et aplanir un peu certaines aspérités. C'est un peu difficile d'essayer d'écrire une histoire un peu plus globale comme ça sans, voilà, il faut toujours négocier ces contradictions. Et alors moi, pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on est dans cette littérature et qu'on essaie on a des articles dans les revues internationales sur des phénomènes de consommation, donc des années, par exemple, voilà, fin 19e siècle jusqu'à nos jours, à Selfridge, dans les grands magasins Selfridge en Angleterre, au Bon Marché en France, à Stewart aux États-Unis. On est dans un dialogue, les méthodes commerciales sont les mêmes parce qu'ils s'inspirent les uns les autres, on a un vrai dialogue transatlantique, on a des économies qui, en fait, sont quand même relativement similaires dans leur progrès, dans leur
dans leur développement sur la voie des avancées industrielles et de la massification de la consommation, on a quand même une certaine unité en fait, une relative unité en fait, à travers ces différents pays, en Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, ce qui permet la comparaison à mon sens. Voilà, et ce qui permet en fait de comprendre quels sont les phénomènes communs. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Anaïs tout à l'heure, et un phénomène commun donc qui m'intéresse et que je trouve assez intéressant, un collègue pourrait réécrire une autre histoire de la consommation, là, aujourd'hui, à travers les paniques morales. Parce qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on voit partout, en Amérique du Nord, en Europe, voilà, partout où la consommation, en fait, se développe. On a des marchands qui proposent des objets, des catégories d'objets qui sont parfois nouvelles et qui surprennent, et qui vont s'insérer dans le corps social et qui vont bouleverser certaines habitudes, qui vont générer de nouveaux phénomènes visibles dans la cité, etc., et qui vont vraiment titiller les réactionnaires. Et alors voilà, on pourrait faire une histoire de la consommation à partir de ce qu'ont dit les réactionnaires au fil du temps. Et voilà, et c'est toujours un délice, hein, parce que bon, le temps leur donne rarement raison, hein, ils sont souvent ridicules a posteriori, mais on n'a pas besoin d'attendre très longtemps. Hein. Par exemple, quand on commençait à apparaître les trottinettes il y a 10-15 ans, et qu'on a vu les premiers adultes se déplacer en trottinette, vous aviez l'excellentissime et l'éminent Michel Onfray qui expliquait que c'était la preuve d'une régression infantile du peuple français, par exemple. Voilà, je ne sais pas s'il soutiendrait ce propos encore aujourd'hui, mais c'est vraiment une constante historique. Le concept sociologique de panique morale, il vient de la sociologie et il vient d'une étude qui s'est concentrée sur les réactions puritaines protestantes à la diffusion d'un jeu de Donjons et Dragons qui était interprété comme sataniste. Dans les années 1890, quand vous avez les fabricants de vélos qui essaient de conquérir le marché féminin, péril en la demeure, c'est l'effondrement de la civilisation qui pointe le bout de son nez parce que les femmes vont occuper l'espace comme ça et utiliser leur corps de façon absolument invue. Et voilà. Et risque de stérilité. Et risque de stérilité et de stupre parce qu'on est face à une stimulation sexuelle vraiment évidente. Comme la machine à coudre. Même discours exactement sur la machine à coudre. Ça, c'est moins connu pour la machine à coudre, quand même. Alors, d'accord. C'est le même discours. Là, vous avez un livre à écrire, parce que, en train de vous écouter, je dis, parce que moi, je trouve ça passionnant, l'histoire de faire l'histoire de la consommation par les paniques morales, les réactions. Moi, comme vieil historien, il y avait tout ce qui se disait sur la locomotive aussi, mais sauf que c'est pas une consommation personnelle, évidemment, c'est une pratique nouvelle et technique qui vient installer une rétraction de l'espace et du temps. L'espace et le temps, je poursuis ma question avec Anaïs, Albert. Là, pour le coup, on est plutôt avec des frontières et des espaces sociaux. Mais là, c'est formidable parce que l'histoire de la consommation est celle d'un progrès, mais d'un progrès. Est-ce que c'est un progrès qui va être une percolation des modèles depuis les catégories les plus élevées, dominantes, pour le faire vite et gros, jusqu'à des catégories populaires? Donc l'histoire de la consommation, au fond, est-ce que c'est une histoire du progrès, de l'aliénation au goût et aux valeurs dominantes? Alors, ce qui est intéressant en écoutant Anthony, c'est que effectivement nos deux livres ils dialoguent dans des styles très différents. C'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est un grand panorama, une synthèse qui est hyper utile pour se repérer dans tout un ensemble d'études et qui donne aussi ce que tu disais. Oui, c'est une hérésie pour les historiens. Je crois pas. Je crois que c'est hyper utile d'avoir un très grand panorama avec des grandes scansions, des choses comparées que je serais bien incapable de faire. Et je suis très contente que ce livre existe. Et effectivement, moi, je suis dans une tradition historique d'histoire sociale à la française. On prend une ville, 40 ans, 50 ans. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes types d'études, mais c'est des études qui dialoguent et qui se nourrissent les unes les autres. Donc effectivement, moi, il n'y a pas de comparaison spatiale, etc. Et je le revendique. Je suis très contente de faire de l'histoire de France, de faire de l'histoire d'une ville. Quand même, dans Paris, il y a des quartiers, etc. Alors bien sûr, mais parce qu'en fait, la comparaison, justement, elle peut s'établir à plein d'échelles. Mais dans un moment où on est très poussé à faire une histoire transnationale, connectée, etc. Moi, je voudrais juste dire, et c'est un point de vue aussi politique, non mais qui bouge dans la société du 19e siècle socialement? C'est les élites. Hein, quand on fait quand même une histoire transnationale, des circulations, une histoire comparée, les classes populaires, elles sont pas là. Parce que les classes populaires, alors, elles bougent à d'autres échelles. Elles bougent à l'échelle de la Sarthe à Paris, elles bougent à l'échelle de la Bretagne à Paris, elles bougent dans des quartiers de Paris. Mais évidemment, c'est des sociétés où la mobilité est un privilège social et économique. Donc,
fini sur l'histoire comparée transnationale, mais il y a aussi des modes en histoire qui tendent parfois à invisibiliser certaines catégories sociales. C'est-à-dire, en tout cas, pour le 19e siècle. C'est peut-être moins vrai pour d'autres périodes, mais pour ma période, c'est vrai. Même si certaines personnes bougent, les militaires, par exemple. Enfin, il y a quand même des classes populaires qui bougent, mais c'est pas toutes. Alors, sur l'échelle, donc oui, effectivement, moi, je travaille sur Paris. Il y a des comparaisons entre quartiers et des comparaisons entre classes sociales. Une de mes questions, c'est effectivement qu'est-ce qui passe des classes supérieures aux classes populaires et à l'inverse, qu'est-ce qui ne passe pas, voire qu'est-ce qui remonte. Puisque, par exemple, donc, très connu, le vélo descend. Le vélo, c'est une machine technique chère, d'abord utilisée dans la bourgeoisie, dans les classes supérieures, sur le modèle de l'équitation, puisqu'il y a donc des vélodromes sur le modèle des hippodromes. Au départ, c'est très chic. Et puis, pour faire du vélo, c'est la vitesse, c'est très masculin aussi, c'est la conquête de l'espace. Et donc, et au bout d'un moment, les ouvriers ont bien vu l'intérêt à avoir un vélo, parce que ça diminue les distances, etc. Donc, se mettent à vouloir des vélos. Alors, ça vaut cher, un vélo, 600 francs, à la belle époque, c'est 6 mois de salaire d'un ouvrier. Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une voiture d'occasion aujourd'hui pour aller vite. Ça serait, les classes populaires, on va dire, allez, elles gagnent 15 000 francs, 15 000 euros par an pour 20 000, 10 000 euros une voiture d'occasion à peu près. Voilà. Donc, une voiture neuve, pardon, premier prix. Donc, on est sur 6 mois de salaire d'un ouvrier. C'est quelque chose qui vaut très cher, mais on voit bien qu'il y a des vrais désirs d'avoir des vélos. Alors, qu'est-ce qui se passe, panique morale ? On va dire, mais il y a deux choses. Il y a le vélocipédiste qui se tient droit sur son guidon, comme sur un cheval, en liquidation. Et il y a le vélocipédard, il est couché sur son guidon avec sa casquette pour aller vite. C'est vraiment affreux. Comment peut-on faire du vélo comme ça ? C'est une catastrophe. Donc, ça, c'est une consommation qui descend. À l'inverse, il y a des consommations, il n'y en a pas beaucoup, mais qui remontent. L'exemple type, c'est le cinéma, qui est une pratique culturelle hyper populaire, avec vraiment d'ailleurs des pratiques dans les salles de cinéma qui sont comme les pratiques de théâtre. On discute, la lumière dans la salle est allumée, donc on regarde le film et on commente, on lit les sous-titres. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Le sous-titre est passé trop vite, j'ai pas compris. Il y a du chahut, les gens se battent, ils sortent en plein milieu du film. Enfin bref, c'est des spectacles populaires. Forain, et dans les années 20... Même des spectacles forains. Oui, tout à fait, mais ça vient du monde forain. Ouais. C'est le cinoche. Ouais, et dans les quartiers populaires, c'est très présent. Et à un moment... ça devient petit à petit le 7e art. Et donc, la consommation va se normaliser. On va commencer à éteindre les lumières. Et il y a des lois qui interdisent de fumer, qui interdisent de porter un chapeau, qui interdisent de parler. Et donc, on va se retrouver dans une consommation très bourgeoise qui sacralise ce qu'on est en train de regarder, comme au théâtre dès les années 1900 à peu près. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on est dans une salle de cinéma et qu'à la fin, les gens applaudissent, ça n'arrive pas souvent, mais parfois ça arrive sur des films très populaires qui jouent beaucoup sur l'émotion. Et on est toujours très surpris de ce moment où on se dit, mince, en fait, on était 100 et on vivait la même émotion et on a eu besoin de l'exprimer ensemble. Ça arrive parfois. Moi, ça m'arrivait pas souvent au cinéma. Et ben, ça, c'est une pratique populaire du cinéma, en fait, qui existait à l'origine et qui a été petit à petit normalisée. Bon, et puis, au prix des billets de cinéma aujourd'hui, on comprend que c'est quand même beaucoup moins populaire. Dernière chose que je voulais dire peut-être sur ces hiérarchies et ces fractures sociales ou cette échelle sociale, c'est la question du genre. Parce que quand moi je suis rentrée dans le sujet, donc avec cette histoire culturelle de la consommation, qui était beaucoup une histoire du genre, mais une histoire des représentations. Donc les femmes bourgeoises dans les grands magasins, le Zola, au bonheur des dames, elles vont dans les grands magasins, ça les sort de la sphère privée, en même temps elles sont kleptomanes. Enfin bon, on a plein d'images et de représentations. Et cette consommation bourgeoise des femmes dans les grands magasins dans les années 80 a beaucoup été interprétée par les historiennes du genre comme une forme d'émancipation. C'est-à-dire, ces femmes, c'est le moment où on discutait beaucoup de la question sphère publique, sphère privée, et les historiennes disaient que les femmes avaient été assignées au privé et que finalement, une des manières pour elles de sortir, c'était d'aller dans ces lieux de consommation. Donc, en quelque sorte, ça les émancipait de l'espace privé pour se retrouver dans des espaces publics qui, d'ailleurs, suscitaient une grande anxiété puisqu'on avait très peur que ces femmes volent, tombent dans la kleptomanie, enfin, soient très excitées par toutes ces marchandises, perdent la tête, etc., s'endettent, évidemment. Enfin bon, il y a plein de discours anxieux. Alors, moi, une des choses que j'ai quand même vues, c'est que ça, c'est quand on fait de l'histoire sociale, ça marche moins bien. C'est-à-dire que pour les femmes de classe populaire, consommer au quotidien, c'est quand même essentiellement une contrainte. Et c'est quand même essentiellement du travail domestique. On sait tous qu'aller le samedi chez Leclerc, c'est pas notre moment d'émancipation fou, quoi. Ça peut être bon, voilà, mais c'est pas le moment où on se sent hyper émancipé dans sa vie. Généralement, on est devant les rayons avec plein de gens, etc. Mais c'était intéressant parce que en changeant
Les femmes qu'on regardait, en changeant de milieu social, ce discours de l'émancipation, il marchait beaucoup moins. C'est d'abord une contrainte, parce que c'est une contrainte économique. Il faut avoir assez d'argent, donc c'est beaucoup de bouts de chandelle, de bouts de ficelle pour faire tenir l'économie domestique, puisque c'est les femmes qui la gèrent. Et alors parfois, de manière tout à fait exceptionnelle, pour les femmes de milieu populaire, la consommation peut être en loisir. Quand on va à l'Expo universelle, quand on va au bord de la Marne avec les enfants, éventuellement quand on va acheter l'armoire à glace pour son mariage. Bon, voilà, il y a des moments, mais très peu nombreux, de moments on va dire, qui sont connectés à une forme de joie ou de plaisir, mais au quotidien, la consommation pour les femmes des classes populaires, c'est une contrainte. Ça fait partie du travail domestique. 2 mots sur l'armoire à glace quand même, parce que le vélo, le cinéma qui du cinoche devient le cinématographe, 7e art, très bien. Mais cette armoire à glace que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre dans votre... Oui, c'est une passion d'Anaïs Albert, faut le savoir. Parmi ces passions, il y a l'armoire à glace. Deux mots, dire à quel type de consommation ça correspond, quel type de marqueur, parce que l'histoire des objets par les objets, évidemment, est une histoire très matérielle, mais aussi une histoire très sensible. Alors, la sensibilité de la matérialité de l'armoire à glace, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'armoire à glace, c'est un meuble d'abord cher, puisque l'armoire, c'est cher. Encore plus si elle est à glace, puisque le matériau miroir, faire un miroir, ça vaut cher dans la société de la fin du 19e siècle. Ça commence à s'industrialiser, mais en fait, ça reste cher. Il y a peu de miroirs dans les intérieurs populaires, encore moins des glaces, c'est-à-dire des grands miroirs encadrés. Donc, l'armoire à glace, c'est vraiment un meuble très cher. Il est très désiré par les femmes, rêve de l'ouvrière, dit Michel Perrault. Signe éclatant de la réussite d'Ian Marison, c'est les nourrices morvandiotes qui venaient à Paris nourrir au lait les enfants de la bourgeoisie. Quand elles repartaient dans le Morvan, elles repartaient avec l'armoire à glace pour montrer qu'elles avaient réussi. Parce que ça vaut 150, 200 francs, donc un vélo vaut 600, vous voyez, c'est plus cher, mais ça reste très cher. Alors c'est un signe marqueur de la conjugalité. Normalement, on a l'armoire à glace au moment de son mariage, on a la chambre, ce qu'on appelle la chambre à la fin du 19e, donc le lit, la table de nuit, l'armoire assortie, donc de même style, si possible, armoire porte-pleine, donc sans miroir, et si on peut vraiment, armoire à glace. Pourquoi c'est un signe important ? Parce qu'en fait, c'est un meuble qui vaut cher. Alors, il y a une dimension économique. En fait, les meubles servent de gage aux propriétaires. Aujourd'hui, on a une caution en argent. À la fin du 19e siècle, c'est parce qu'on arrive avec ces meubles qu'on a accès à un logement. Vous dites, j'ai un lit, une armoire, une table de nuit. Si en plus vous avez l'armoire à glace, vous êtes sûr d'avoir le logement parce que si vous ne payez pas le loyer, c'est ce qu'on appelle la saisie-gagerie, le propriétaire a un droit de saisie prioritaire sur vos meubles et sur ces meubles-là. En fait, c'est la caution de l'appartement. Donc l'armoire à glace, comme elle vaut cher, elle vous donne plus accès à un logement. Par ailleurs, c'est un signe de la conjugalité, c'est un signe de la respectabilité et évidemment aussi, dans une société où l'apparence devient importante, les vêtements, c'est aussi ce qui vous permet de vous voir en pied pour vous habiller, et donc qui vous permet de soigner votre apparence. Et le soin de l'apparence est très important dans les classes populaires. C'est vraiment une façade sociale qu'on travaille beaucoup. Et donc, on le trouve plutôt dans des logements de couples mariés, puisque c'est un signe de la conjugalité, mais on le voit aussi apparaître chez des femmes célibataires qui ont un salaire pour vivre, c'est-à-dire qui gagnent suffisamment leur vie pour vivre seules, sans partenaire masculin, pour compléter le salaire. Et dans ce cas-là, on sait vraiment qu'on est dans un signe de la réussite sociale et économique de ces femmes-là qui ont une armoire à glace. Mais elles ne sont pas si fréquentes dans les intérieurs populaires. Tout le monde n'en a pas, quoi. Oui, où l'on voit que l'on est passé de l'armoire à glace aux parents pour ce qui est de pouvoir loger et de fournir une caution ou une garantie. Mais dernière question à vous deux avant de passer à vous et aux interrogations que vous auriez ou aux remarques que vous pourriez faire par rapport à ce qui a été dit. Elle concerne le fait de boucler un peu la boucle. On a démarré en s'interrogeant, en disant voilà, on est dans un temps où, au fond, c'est la décroissance qui serait conçue comme un progrès. Et en circulant dans les temps et à travers les champs de nos deux intervenants, on s'est quand même rendu compte que finalement toutes les consommations ne se valent pas et que peut-être certaines formes de décroissance de consommation ne seraient pas forcément un progrès social, même collectif. On est dans ce moment où, en tout cas, on peut se poser cette question-là. Et moi, je vous la pose. Quel est votre rapport à l'heure actuelle à cette notion ou à ce qui est présenté, et on peut y adhérer, la question n'est pas là, comme un progrès social collectif, c'est-à-dire la décroissance. Est-ce que quand on regarde l'histoire de la consommation ou quand on s'occupe de consommation, la décroissance est un vrai objectif de progrès social ? Alors,
dans l'ensemble des critiques qu'on peut porter à la consommation, encore une fois, avec tout ce que ce terme recouvre, de polysémie, d'artificialité, etc. Mais on en a plusieurs qui sont effectivement assez... C'est des critiques artistes, des critiques presque dandy. C'est-à-dire, oui, c'est le lait, c'est la prolifération du lait, dans les cultures de gauche radicale du milieu du XXe siècle, c'est l'aliénation, voilà, d'individus qui va se retrouver empêtré dans une espèce de conformisme bourgeois. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, faire l'histoire des représentations publicitaires, c'est très intéressant parce qu'il y a des chercheurs américains qui ont montré que des origines de la publicité moderne dans les années 1900-1910, où on commence à avoir des grands aplats d'images, jusque dans les années 1950, on a des publicités et donc une idéologie de la consommation à travers les vecteurs publicitaires marchands très descendante, très paternaliste. Consommer ce produit parce que c'est le meilleur et c'est bien pour vous. Et à partir des années 50-60, on a une nouvelle rhétorique dominante qui s'installe et qui est encore la nôtre aujourd'hui et qui dit beaucoup plus consommer cet objet pour montrer que vous êtes différent. N'écoute que toi, venez comme vous êtes, etc. L'individualisme irréductible, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'interprétation spontanée, c'est de dire oui, en fait, c'est les publicitaires qui ont changé leur fusil d'épaule quand ils ont été contestés par les mouvements contestataires, la contre-culture, etc. Et il y a pas mal de chercheurs aux États-Unis qui ont montré que non, cette mutation rhétorique, elle apparaît dans les discours publicitaires 10 ans avant ces mouvements-là. Enfin bref, parenthèse fermée. Ça, pour moi, c'est des critiques qui ne sont pas forcément les plus intéressantes. Pour moi, les deux critiques les plus intéressantes, c'est une consommation de masse, et donc ça implique une production à bas coût, et donc la destruction des corps ouvriers. Et deux, la consommation, c'est nécessairement, quoi qu'on en dise, systématiquement de la pollution, destruction de ressources, consommation de ressources, pollution, voilà, quelque chose qui paraît aussi anodin que le textile, par exemple, ça génère énormément de pollution sur les eaux. Ça, c'est les deux critiques fondamentales qu'il faut adresser. Et alors, la première, aucun souci, du point de vue du pouvoir, du point de vue des bourgeois, bon, ça détruit les corps ouvriers, on a toujours fonctionné comme ça pose pas de problème. Il y a une grande armée de réserve, on les remplacera, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, hein. Et le capital international aujourd'hui fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il va se fixer dans des pays où il y a une très grosse armée de réserve, ce qui permet d'épuiser systématiquement des cordes d'ouvrières, généralement, notamment dans le textile et l'électronique, entre 18 et 25 ans, et de les remplacer avec une poche considérable de chômeurs qui permet de maintenir la discipline au travail. Ça pose pas de problème, parce que nous, on est occidentaux, on est bourgeois, on est consommateurs, donc on ne souffre pas de cette division internationale du travail. On peut en être conscient, quand même. On peut en être conscient, mais généralement, ça ne nous empêche pas de dormir, hein, soyons honnêtes. Hein. Par contre, se dire que la planète sera inhabitable dans quelques dizaines d'années si on continue comme ça et qu'on va tous y passer, alors ça réveille les consciences. Alors là, c'est très intéressant, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été invité par des étudiants d'HEC qui sont allés vers la décroissance à travers le péril climatique. Et donc, ils en reviennent, entre quelques... Enfin, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont une vingtaine d'années, mais ils en viennent à la critique marxiste de la valeur, du travail, etc., parce qu'ils se sentent menacés, parce que ça va les entraîner eux-mêmes vers l'abîme, en fait. Voilà. Alors bon, voilà, c'est intéressant, du coup, ce qui se passe à ce niveau-là. C'est oui, les critiques portent à partir du moment où elles nous mettent tous en péril, en fait. La situation nous met tous en péril, quoi. Ouais. L'inquiétude climatique, c'est pas une panique morale. Ah non, pas du tout. Par contre, on va certainement voir se développer chez les réactionnaires dans les années à venir, c'est déjà visible, un climato-scepticisme qui la dénoncera comme tel. Oui, c'est ça. Oui, alors moi, sur ces questions de décroissance, c'est intéressant parce que depuis que je présente ce livre, donc, où je montre en fait des gens qui consomment assez peu, enfin, qui ont envie de consommer, mais finalement qui consomment pas tant que ça, et surtout qui ont des pratiques d'usure et d'usage des objets. Hein. On va au bout de la valeur d'usage. On les répare, on rempaille les chaises, on recoue les vêtements. Et quand vraiment les objets n'ont plus d'usage, on les donne aux chiffonniers qui prélèvent ce qui reste de matière première et le fait repartir dans un grand cycle industriel. Hein. Les chiffons redeviennent du papier, les os de mouton deviennent des boutons, bref. Donc il y a une forme de cycle industriel.
à Paris. Et par ailleurs, les gens vont vraiment usent les objets. Alors, souvent, on me dit, mais finalement, c'est super, c'est exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Circuit court et on fait durer les objets, on les retape, etc. Donc, finalement, vos classes populaires du 19e siècle, ils étaient écolos avant l'heure, etc. Pas du tout. Ils étaient pauvres, soyons clairs. C'est une économie... Non, mais c'est des pratiques de contrainte. C'est des pratiques de contrainte sociale. Et c'est parce que ces objets ont une valeur économique qui valent cher et que donc on ne peut pas les remplacer si facilement dans un budget de classe populaire qu'ils ont ces pratiques. Donc, aujourd'hui, on dit « Ah là là, ces classes populaires qui sont terriblement polluantes, ils ont que des objets en plastique, alors ils font n'importe quoi, ils jettent leurs sacs plastiques dans la rue, ils s'achètent des écrans plats, ils changent leur téléphone tout le temps, enfin, c'est n'importe quoi, c'est hyper polluant. » Oui, mais ça fait... 120 ans qu'on leur vend que c'est ça le bonheur. Hein. Donc, il faut quand même aussi avoir conscience du matraquage publicitaire. Et par ailleurs, évidemment que la logique d'imitation, elle reste vraie. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même avoir des classes supérieures vertueuses, puisque cette logique d'imitation reste vraie, pour que, je pense qu'il y a un décalage dans le temps qui finira par arriver. Il y a des décalages dans le temps dans les pratiques des classes supérieures qui descendent vers les classes populaires, premièrement. Et enfin, pourquoi consomment-ils les classes populaires aujourd'hui ces objets ? Parce qu'ils sont moins chers. Hein, et si vous avez essayé, je suppose que certains de vous ont essayé d'acheter tout durable, on se ruine quand même très rapidement, hein, entre le bio au magasin qui vaut un prix fou. Et donc, évidemment, moi, ma réponse, c'est il faut de l'État, en fait. Il faut du politique. Hein. On ne peut pas laisser ça au marché. Parce que le marché... il y aura toujours une production à bas coût, elle sera toujours achetée par les classes populaires parce qu'ils gardent des contraintes économiques très fortes, et encore plus avec l'inflation aujourd'hui. Donc si on veut vraiment que les gens mangent bio, il faut subventionner le bio. En fait, il faut que ça soit moins cher, parce que sinon, c'est pas possible. Et ça, c'est le rôle de l'État d'intervenir. C'est-à-dire, on peut pas laisser ça au marché. Sinon, on a des marchés qui se différencient, avec des marchés pour classes supérieures qui sont très chers, et les classes populaires n'y auront jamais accès. Et par contre, on continuera à leur dire, mais c'est très mal. Regardez, vous mangez pas bio, vous allez vraiment avoir plein de maladies, vous êtes bourrés de perturbateurs endocriniens, c'est catastrophique, et vous nourrissez vos enfants avec des chips. D'accord ? Mais pour manger des tomates bio, ça vaut aujourd'hui 7 € le kilo, quoi. Donc moi, je pose la question de comment on fait avec un salaire à 1 200 €. Voilà. Donc en fait, je pense qu'il y a quand même une réponse. C'est intéressant, ces questions vues du point de vue des classes populaires. Il y a à la fois ce qu'on leur envoie comme message publicitaire sur ce qu'est une vie désirable, et ils ont une distance face à ces messages publicitaires, mais il y a aussi une question d'intégration sociale. Hein. Avoir les mêmes consommations que tout le monde, c'est aussi être intégré. C'est aussi quelque chose qu'on veut pour ses enfants, pour qu'ils se fondent dans la société, qu'ils ne soient pas vus comme différents, comme pauvres, etc., ce qui reste un très grand stigmate. Et par ailleurs, si vraiment on veut changer de modèle de consommation, il faut que l'État intervienne pour que les classes populaires y aient accès de manière qui n'ampute pas trop leurs ressources. Sinon, ce sera évidemment pas possible. La décroissance vertueuse, c'est la croissance de l'État. Donc le retour à l'État social, pour le dire. C'est pas n'importe quel État dont on parle évidemment. Évidemment, moi qui suis spécialiste des années 30 et du Front populaire, je ne peux qu'avoir des retours et du plaisir à vous entendre. Mais ce plaisir nécessite le dialogue, l'échange, la critique et la discussion, et c'est votre tour. Alors, qui souhaite faire une remarque, poser une question ? Merci beaucoup pour vos interventions, c'était très intéressant. Je me demandais, vous en avez parlé un petit peu sur la fin, mais est-ce que ce serait juste de dire que le deuxième nom de consommation, c'est publicité ? C'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de consommation sans publicité ? Alors effectivement, c'est des phénomènes conjoints. La consommation de masse, c'est en fait, comme je l'ai expliqué, extension de la division du travail. Et donc, vous avez des producteurs qui vont produire au loin une marchandise anonyme. C'est-à-dire, vous consommez plus les biscuits produits par votre voisine avec la farine de vos champs, mais des biscuits produits par Quaker Oats ou je ne sais pas quelle autre marque qui a son usine à 1000, 2000, 3000 km de chez vous. Et donc, c'est une force anonyme. Et en fait, là, les outils du marketing moderne s'inventent ou se réinventent à ce moment-là. Et donc, les deux grands outils, c'est effectivement la publicité et le branding, le fait de créer une marque. À quoi sert une marque ? Ça sert à en fait, solutionner un problème de confiance. C'est-à-dire qu'au moment où se met en place l'industrie agroalimentaire, pour tout un ensemble de consommateurs, de nouveaux consommateurs, c'est pas évident de faire confiance à des marchandises qui sont en plus, vu les techniques de conserverie de l'époque, souvent frelatées,
pas forcément très... et puis, vu l'absence de cadre réglementaire aussi à l'époque, pas forcément très saine. Donc il y a un problème de confiance. Pourquoi j'achèterais... pourquoi je mettrais dans mon organisme des substances, des aliments qui ont été produits au loin, sur des procédés inconnus, par des inconnus, etc. C'est là, en fait, que le branding, en fait, ça vient créer une espèce d'incarnation artificielle. D'où les personnages de marque, ce que on a connu, nous, Oncle Benz, Jean Vert, etc. Ils émergent, ils sont très présents fin 19e siècle pour créer de la réincarnation, comme ça. Vous ne vous adressez pas à une entreprise anonyme, vous vous adressez à un personnage, bonhomme à qui vous pouvez faire confiance. En fait. Et donc la publicité, ça intervient là-dedans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette distinction production-consommation, vous ne produisez pas, votre communauté ne produit pas ce qu'elle consomme, eh bien, il va y avoir une opération marketing formidable qui va devenir possible, c'est-à-dire que quand vous consommez ce que vous produisez, le sens de l'objet, qui n'est pas une marchandise, c'est le sens des gestes, c'est l'ensemble des gestes et des personnes qui ont contribué à la naissance de cet objet. Cet aliment, je l'ai produit moi-même. Je connais l'ensemble de gestes qui étaient nécessaires à ma communauté pour produire cet aliment. Quand on est sur une division, une extension, une division du travail, en fait, on est face à un vide, une marchandise qui est comme une apparition, qui est vide de sens. Et en fait, le sens, il va être donné par l'ingénierie publicitaire. D'où le fait qu'on va faire des choses qui sont des absurdités, hein, c'est-à-dire de l'eau pour jeunes, de l'eau pour vieux, de l'eau pour malades, de l'eau source de jeunesse pour votre corps, de l'eau pour sportifs, etc. Alors, chimiquement, c'est juste de l'eau. Hein. Mais voilà, parce qu'en fait, on a cette capacité que nous offre l'ingénierie symbolique, la publicité, qui découle d'un phénomène qui est celui de la fétichisation de la marchandise, le fétichisme de la marchandise qui découle de la division du travail. Donc ça donne aux marchands l'opportunité de créer du sens ex nihilo. Et voilà. Et donc c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez du capital économique, quand vous êtes, par exemple, Coca-Cola, que vous êtes né, vous êtes une entreprise de la fin du 19e siècle et que vous avez perduré, vous avez investi à l'échelle mondiale des milliards et des milliards dans la publicité génération après génération, ben vous avez converti votre capital économique en capital symbolique. Et donc vous êtes rentré dans l'imaginaire, dans l'imaginaire collectif, en fait. Voilà. Bonjour, merci pour vos éclairages. Juste une question, c'est vous parlez beaucoup du coup des classes populaires et la question est toute simple. Comment est-ce que vous définissez les classes populaires et si la définition a évolué tout le temps? Merci beaucoup. C'était l'objet d'une table ronde, non, d'un atelier hier, mais du coup, non, mais il y a aucun problème. C'est pas les mêmes gens, et au contraire. Mais c'est une vraie question. On y a consacré 1h30, donc c'est une vraie question. C'est ça que je voulais dire. En fait, Pierre Bourdieu disait que les classes populaires, c'est un groupe social à géométrie variable. D'accord? C'est-à-dire ça peut être une fraction étroite du corps social ou une fraction large. Mais comme la consommation, ça peut désigner à peu près tout ce que vous faites ou juste quand vous vous rendez dans un magasin acheter quelque chose. Alors, du coup, chaque chercheur définit un peu ce qu'il entend par classe populaire. En tout cas, moi, le groupe dont je parle, quand je parlais ici de classe populaire, c'est à la fin du 19e siècle à Paris, c'est de manière centrale les ouvriers, mais j'y ai rajouté les employés, donc tous les gens qui travaillent dans les bureaux, les services, les employés des postes, des télégraphes, voilà, des banques, de la finance au 19e siècle. J'ai pris aussi les petits commerçants, parce que donc les marchands de beurre, de lait, de légumes, mais aussi la marchande de journaux, enfin bref, marchand de chaussures. Donc les petits commerçants, parce qu'ils vivent en symbiose au 19e siècle à Paris avec leur clientèle populaire, notamment via le crédit. Hein. C'est-à-dire que comme vous faites crédit à tout le monde, bah, s'il y a une crise économique et que plus personne ne peut payer, vous faites faillite. Donc en fait, c'est vraiment une symbiose. Et puis c'est des gens qui vivent dans les mêmes quartiers, qui souvent ont été ouvriers puis deviennent commerçants, donc appartiennent à la même culture populaire aussi. Et j'ai pris aussi pour Paris les petits fonctionnaires municipaux parce que les salaires sont pas élevés, mais c'est une forme de respectabilité à Paris d'être petit fonctionnaire. Donc les balayeurs municipaux, les concierges des écoles, enfin tout ce type de profession, c'est beaucoup de monde à Paris. Voir les policiers de Durand, enfin voilà. Et en fait, alors en sociologie, on dit qu'il y a 4 critères pour définir les classes populaires. C'est pas la pauvreté, mais la vulnérabilité économique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas forcément des gens qui sont pauvres, mais c'est des gens qui sont vulnérables aux crises individuelles. Le père de famille est malade, il y a quelqu'un qui est au chômage, ou aux crises collectives. La guerre,
la pénurie, la maladie, enfin l'épidémie, au Covid, on l'a très bien vu, hein, ça a fait plonger dans la vulnérabilité. Enfin, les gens vulnérables ont plongé face au Covid, quoi. Les classes populaires. Donc la vulnérabilité économique, alors normalement une position subalterne dans la division du travail, donc être exécutant, ça marche pour les ouvriers. Vous voyez, les petits commerçants, je l'ai prise, mais ça ne correspond pas à ce critère. La force de l'entre-soi, hein, c'est-à-dire définir le monde en nous et eux. Nous, et ce nous, il englobe le groupe social des classes populaires versus eux, c'est-à-dire tous les autres, et surtout les classes supérieures, mais même des gens qui peuvent... Nous, avec notre cœur de chercheur, on peut les considérer proches, mais qui, pour les membres des classes populaires, sont eux. Ça, c'est Richard Hogarth, un sociologue, qui l'a très, très bien montré. Et pour le 19e siècle, quand même, un éloignement de la culture savante, scolaire. Donc voilà, des études courtes et pas une... Voilà. Ces 4 critères-là. Mais après, avec ces 4 critères, selon les périodes, selon les lieux, on peut faire varier la définition. D'autres personnes souhaitent-elles s'exprimer? Alors, le temps est peut-être... Ah oui, vous, monsieur, bien sûr. Non, une question courte, simplement. Est-ce qu'on peut parler de décroissance dans des pays dits pauvres? L'Afrique, l'Orient? Alors là, c'est peut-être Anthony qui peut répondre, mais je dirais que... Enfin, pour l'Afrique, ça se discute vraiment, parce qu'il y a des marchés en extension quand même, et qui sont d'ailleurs des marchés qui ont été très largement suscités par les métropoles, enfin en tout cas par exemple par la France en Côte d'Ivoire. Je veux dire, le Monoprix s'installe dès les années 60 en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et c'est des entreprises françaises qui ont été développées la consommation en Afrique. Donc de fait, pas partout dans ces pays-là, mais en fait... Il y a ça aussi avec la consommation, c'est qu'il y a des variations très fortes à l'échelle de notre territoire. Moi, ce que je raconte pour Paris à la fin du 19e siècle, je pense que c'est vrai pour Lyon et je pense que c'est vrai pour Marseille à la même époque. C'est l'axe Paris-Lyon-Marseille, l'axe de la modernité française à ce moment-là. Mais c'est pas du tout vrai. Sur la même époque, je commence à étudier le Tarn. On n'est pas du tout dans le même monde de la consommation. Et finalement, ce que je décris, moi, pour Paris à la fin du 19e siècle... je le voyais arriver chez mes grands-parents tarnais ouvriers dans les années 60. Hein. C'est-à-dire des produits qui sont très courants à Paris 1900, c'est des pratiques qui arrivent avec quasiment un demi-siècle de retard dans des campagnes relativement éloignées pour plein de raisons, des axes de communication, etc. Donc il y a des poches de consommation ou de développement économique capitaliste, on va dire. Pour la décroissance, je dirais que si vous êtes... En fait, la question, c'est les savoir-faire de la pauvreté, ce que disait Anthony, c'est-à-dire des endroits où on a encore une forme d'autoproduction pour l'autoconsommation, on va dire. Là, il n'y a pas besoin de décroissance, c'est-à-dire les savoir-faire, ils sont toujours disponibles. Là où ça va être difficile, c'est chez nous, parce que le potager sur la terrasse, c'est bien gentil, mais enfin, ça marche pas très bien. Enfin, si on n'a pas des gens qui nous ont expliqué comment faire un potager, si on a juste mis une tomate sur son balcon, d'abord, on va pas manger, on va pas manger à 4. Voilà. Donc, en fait, là où c'est compliqué, c'est les endroits où ces savoirs de production ont été tout à fait perdus par une très large partie du corps social. On a 1,5% d'agriculteurs en France aujourd'hui. Donc vous voyez bien que c'est de la population active. Hein. C'est 1,5% je crois de la population active qui sont des agriculteurs. Donc en fait c'est là où... Donc dans des pays où on est encore relativement proche, en tout cas on a des savoir-faire de production, que ce soit de la production agricole, voire de la production artisanale, non, la décroissance, là, à mon avis, on ne peut pas en parler. Mais malgré tout, on est quand même toujours dans un moment de conquête de la consommation pour ces pays très reculés. Enfin, ces endroits qui sont encore à l'écart sont des zones cibles. Le marché chinois, le marché africain sont des cibles des multinationales qui cherchent à développer la consommation dans ces zones-là. Donc, Alors, le temps est-il venu de clore notre débat, nos débats, etc., d'aller manger. Merci beaucoup d'avoir été présent et très chaleureux soutien et applaudissements pour nos 2 intervenants. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée dans le cadre de l'édition 2023 du festival L'Histoire à venir, Il était une fois le progrès. Festival d'histoire et de sciences humaines et sociales co-conçu par l'Université Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.